Bonjour, donc c'est la suite de notre cours sur l'économie en classe de première STMG. Précédemment, nous avons fait une vidéo qui parlait de manière sommaire du programme d'économie avec des thèmes et des notions. Là, on va faire un zoom sur le thème 3, donc le sous-thème 1, qui est au fait du chapitre 7 selon ma progression. Ce petit bout de vidéo, les élèves vont la voir. Je ferai qu'ils puissent la visualiser. Et puis après la visualisation, ils vont travailler sur un exercice qui fera appel à ce petit travail que je vais leur présenter. Donc, chapitre 7, l'utilisation des revenus des ménages. Donc, pour aborder ce chapitre, il faut connaître ce que c'est la notion de ménage. Je l'ai rappelé, c'est un agent économique qui a pour fonction principale de consommer. C'est un acteur majeur dans le circuit économique d'une nation. Et puis, savoir ce que c'est que le revenu. Ici, le revenu qui est fait état, c'est le revenu disponible. Celui qui reste après avoir payé les impôts, après avoir éventuellement bénéficié des prestations sociales. C'est celui qui est au bas du bulletin de salaire. Vous qui était en première l'année dernière, vous avez étudié le bulletin de salaire dans le cadre de votre cours de gestion. Quelques notions à connaître pour ce chapitre-là. La notion de revenu disponible, à connaître. La notion de consommation, la notion de proportion moyenne à consommer, proportion marginale à consommer, c'est-à-dire j'ai un revenu additionnel, quelle est la part de mon additionnel que je consacre, enfin de ce revenu additionnel que je consacre à ma consommation. La notion de patrimoine, la notion d'épargne, la notion de pouvoir d'achat, d'indice des prix, d'inflation, et enfin la notion de coefficient budgétaire. Donc c'est des notions à connaître. Alors, pour aller vite, ce cours est divisé en 5 parties. Première partie, comprendre le partage du revenu entre l'épargne et la consommation. Deuxième partie, identifier les déterminants, c'est-à-dire les facteurs qui poussent l'individu à consommer. Troisième partie, identifier les déterminants qui poussent l'individu à épargner. Quatrième partie, identifier les modalités de mesure de l'inflation pour apprécier le pouvoir d'achat des ménages. Et cinquième partie, analyser l'évolution de la structure des consommations des ménages. Voilà. Première partie, comprendre le partage du revenu entre l'épargne et la consommation. Mais pour comprendre ce partage-là, c'est tout simplement parce qu'on a un revenu, et qu'on doit faire un arbitrage en fonction des choix rationnels que le ménage fait en ce moment-là. En ce moment-là, il fait un choix en tenant compte des facteurs, d'indicateurs pour soit privilégier, consommer et peut-être pas du tout épargner, ou encore consommer moins, épargner un peu plus. Et c'est après avoir fait un choix que l'individu peut soit épargner, soit consommer. Mais pour faire le choix, on doit d'abord passer en revue les déterminants. Donc c'est le grand 2, identifier les déterminants de la consommation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous pousse à consommer? Qu'est-ce qui nous pousse à consommer? Qu'est-ce qui pousse un agent économique, quel qu'il soit, de consommer? Même si le pouvoir d'achat, même si la capacité de consommer n'est pas identique d'un individu à un autre. Et c'est pour ça qu'on parle de facteurs déterminants. Le premier facteur, naturellement, qui est logique, c'est le revenu. Le revenu disponible, ce que nous gagnons. Et là, si on fait une classification des revenus en fonction du plus haut au plus bas, on verra que ceux qui gagnent beaucoup d'argent ont une capacité à consommer, mais aussi une capacité à épargner. Donc, premier critère, le revenu. Deuxième critère, ce sont les prix. Les prix qui déterminent ma capacité de consommer. Je consomme beaucoup plus de poisson aujourd'hui parce que le poisson est moins cher. Je consomme moins de viande parce que la viande est plus chère. Ou inversement. Donc le prix est un facteur déterminant. Autre facteur, l'envie, le désir qui me renvoie à ma classe sociale. Je peux me faire plaisir, ce qu'on appelle les besoins hédoniques
hédonique, c'est-à-dire que je me fais plaisir. Je gagne, j'ai une petite prime, je me fais plaisir, je consomme. Et je peux aussi consommer pour paraître, c'est-à-dire à essayer de faire l'illusion d'apparaître une classe sociale donnée. Voilà ce qui concerne les déterminants de la consommation. C'est quasiment à une différence près aussi les déterminants de l'épargne. Même si, outre le revenu, il y a le taux d'intérêt. Oui, le taux d'intérêt est un facteur déterminant pour épargner. Lorsque les taux d'intérêt sont élevés, lorsqu'il y a une personne qui gagne bien sa vie, cette personne aura tendance à épargner. Donc, le revenu, le taux d'intérêt, mais le contexte aussi. On a vu qu'avec la Covid, compte tenu de l'angoisse que cette pandémie procura aux agents économiques, notamment aux ménages, les gens ont tendance à épargner, même si le confinement a réduit leur déplacement. Mais ils ont eu quand même peur de leur avenir. Ils ont épargné ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Puis je peux aussi épargner pour investir plus tard, pour saisir des opportunités plus tard, pour spéculer. Revenus, taux d'intérêt, prix, épargne, peur de l'avenir sont des principaux facteurs, principaux déterminants de l'épargne. Quatrième petite partie, quels sont les modèles V qui nous permettent de mesurer l'inflation? C'est quoi l'inflation? L'inflation, classiquement, on la définit comme une hausse généralisée des prix des biens et des services sur un marché donné, sur le marché des biens et services généralement. Cette inflation peut être d'origine monétaire, c'est-à-dire que la monnaie est dépréciée, du coup les agents économiques voient leur pouvoir d'achat s'éroder. Et puis l'inflation d'origine aussi, due à la hausse des matières premières, comme actuellement en France ou dans le monde, à cause du renchérissement des matières premières. Et puis avec la guerre en Ukraine, ça ne va pas arranger les choses. Donc l'inflation, on mesure l'inflation à travers un panier, enfin ce qu'on appelle l'indice des prix. L'indice des prix, c'est un indice, un ensemble de produits, c'est un groupe de produits référents, ce qu'on appelle le panier de la ménagère, pour pouvoir mesurer le prix des différents produits. Et cette mesure-là permet, in fine, de mesurer l'inflation. Pour terminer, petite partie 5, l'évolution des structures de consommation des ménages. Autrement dit, comment depuis de nombreuses années ont évolué les différents types de consommation. Comment les individus, les ménages, comment ils ont arbitré leur consommation. Est-ce qu'ils ont mis plus d'argent dans le vêtement, dans le loisir, dans le loisir, dans le luxe, dans le logement, dans l'alimentation? Donc on a vu effectivement qu'il y a des statistiques qui sont officielles qui disent que depuis une cinquantaine d'années, les Français consacrent de plus en plus de revenus du loisir et de moins en moins sur l'habillement et de moins en moins sur même la nourriture. Même la nourriture. Les Français préfèrent de fois même manger moins, mais de se faire plaisir. C'est aussi une tendance qui va avec la société très, très individualiste et faite d'apparence. On consomme pour se faire plaisir. Donc, les différents profils de consommateurs évoluent en fonction du temps, évoluent en fonction des contextes, et ça a des répercussions in fine aussi sur l'épargne. Voilà, chers élèves, ce cours ramassé, ce cours condensé pour vous, pour que vous soyez efficace, pour que vous continuez à mobiliser vos cours de première qui sont au programme de votre bac de terminale de cette année dès le mois de juin. Donc, ce petit travail-là, ce petit chapitre
qui, je rappelle, c'est un rappel. Ce chapitre-là, vous l'avez vu en première avec mes collègues, vous l'avez vu en première, même s'il y a eu ce confinement, enfin, ce semi-confinement, parce qu'un moitié à distanciel, moitié à l'école, hein, qui a un petit peu impacté un certain nombre d'apprentissages. Mais n'empêche que je reviens pour essayer de vous réveiller vos souvenirs. Hein, réveiller vos souvenirs, car je rappelle que pour alimenter vos questions bagues, vous devez faire référence 1 au cours, hein, aux leçons qu'on vous a données, et puis 2 à des documents, aux annexes, des sources de connaissances à mobiliser pour aller chercher les meilleures notes à votre bac. On se voit demain, on se voit bientôt. Bon vent à vous et bonne rentrée. C'était Michel Okemba, BN2 TV. BN2 TV, votre chaîne. À très bientôt.